600 médailles d'or olympiques. Donc, un médaillé olympique en France, il vaut rien. Mais en Côte d'Ivoire, on a une seule médaille d'or. La fédération internationale ne te donne rien. En fait, ils te donnent la médaille là et c'est tout, tu rentres chez toi. Si, au taekwondo, oui. Il y a des parents qui me disaient, qui appelaient mon père et disaient ton fils là, toujours, on le voit voyager, il gagne médaille. Je parle comme les. On a eu des grands champions qui sont rien devenus et donc il n'a qu'à faire attention. L'écosystème en Afrique brise le rêve de certaines personnes. Parce que tous les jeunes ne veulent pas devenir footballeurs. Tous les jeunes ne veulent pas devenir entrepreneurs. Il y a des jeunes qui veulent faire du judo. Tout à fait. Il a réussi là où personne n'avait réussi avant lui. Il a ouvert le rêve à des millions de jeunes Africains au travers de son parcours et de sa bravoure. Dans notre épisode du jour, dans notre podcast, nous recevons un champion du monde, champion olympique de taekwondo, qui à l'âge de 22 ans a surpris le monde par son talent et a mis au devant de la scène la Côte d'Ivoire. Il s'agit bien évidemment de Cheikh Cissé, avec qui nous allons parler de ce dont il n'a pas l'habitude de parler, les secrets de sa réussite. Quel est le mindset que l'on a quand on quitte un petit pays comme la Côte d'Ivoire à l'échelle de la planète, qu'on est totalement inconnu, pour venir éblouir le monde par son talent? Comment on fait pour se relever alors que tout le monde nous avait enterrés pour devenir champion du monde après 10 ans de tentatives? C'est un homme au parcours extrêmement inspirant qui est en train de préparer les Jeux Olympiques de Paris pour pouvoir une fois de plus surprendre son monde et que je vous invite à pouvoir écouter et surtout de qui je vous invite à beaucoup apprendre. Nous parlons aujourd'hui avec un champion, un vrai littéralement, qui a des médailles mais qui a surtout un cœur en or parce qu'il parle de la jeunesse africaine à qui il veut transmettre des choses. Et clairement, cette interview fait partie des plus touchantes parce que vous allez découvrir une facette de l'homme qui est totalement inconnue. Il a refusé des offres auxquelles beaucoup n'auraient pas dit non. Il a refusé des naturalisations dans d'autres pays parce qu'il pensait à l'impact qu'il aurait sur son pays et sur son continent. Et ça, bien évidemment, pour lui, ça n'a pas de prix, mais pour nous aussi. Nous allons parler de sa gestion des finances, comment il gère l'argent, de son mariage, de comment est-ce qu'il voit les choses, comment il sécurise son argent. Bref, il se livre à nous comme jamais et c'est une émission que vous allez certainement adorer. Asseyez-vous donc, prenez un café et un thé et posez-vous pour écouter Cheikh Cissé. Donc c'est juste une question de temps. Le podcast des Moneymakers qui en parle sans complexe et sans tabou. C'est parti. Bonjour Cheikh Cissé. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur notre podcast. C'est juste une question de temps pour parler de ton parcours, mais surtout de ta vision des finances. Est-ce que tu peux juste commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? D'abord, j'aimerais te dire merci. Je pense qu'on a parlé il y a une semaine et tu n'as pas hésité à me recevoir le plus rapidement possible. Et pour revenir à ta question, je suis monsieur Cheikh Cissé. Je pratique du taekwondo. Je suis numéro 1 mondial. J'ai été meilleur athlète de l'année 2023. Je suis champion olympique, champion du monde. En titre. En titre, exactement. Je suis en route pour les Jeux Olympiques de Paris. Et également, je suis président de la commission des athlètes de la World Taekwondo. Wow, ok. Les Jeux de Paris, normalement, ce sont les 6 premiers au classement, je pense, qui sont qualifiés d'office. Tu es toujours premier? Oui, je suis numéro 1 mondial. D'abord, donc, on a la possibilité de se qualifier dans les top 6. Oui. Ou si ça n'a pas marché dans le top 6, tu as la possibilité de te qualifier dans ton continent. Donc, par la grâce de Dieu, moi, je suis qualifié en étant numéro 1. Et voilà, on va défendre encore la Côte d'Ivoire, l'Afrique, à Paris 2024. Super. Ouais. Tu es confiant pour conserver ta médaille? Confiant, oui, je suis confiant. Mais vous savez, c'est le sport. C'est le sport. C'est jamais sûr à 100%. Oui. Et donc, mais avant ça, je vais m'entraîner. Je vais travailler avec mon équipe afin de mieux défendre encore la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Ouais. Très bien. Alors, tu parles d'entraînement, c'est très important. Est-ce que tu as le temps de t'entraîner quand on voit que tu es constamment en train de poster des photos sur les réseaux sociaux, notamment avec ta femme? Quand est-ce que tu t'entraînes? Ah ouais, mais il faut dire que ça, c'est pas moi, c'est mon équipe. J'ai une équipe de communication qui fait son taf. Moi aussi, mon taf, c'est de m'entraîner. Et voilà, je trouve du temps, je m'entraîne. Je me suis marié il y a maintenant 1 an, ça fait maintenant 1 an. Donc, il n'y a que la vie de couple qui s'est ajoutée, mais j'arrive à gérer cela avec ma femme. Tout se passe bien. Ouais. D'accord, donc les photos qu'on voit sur les réseaux, c'est ton équipe qui les prend? Bien sûr, c'est mon équipe. Qui décide de les poster. Parce que certains disaient que tu te prépares pour une reconversion dans le mannequinat ou autre chose. Non, ça c'est quelque chose à temps perdu. J'ai une agence, Calivara Consulting, qui m'a contacté.
Et j'ai dit, écoute, moi, je suis très occupé. Il dit, non, t'inquiète pas. Quand tu as le temps, on vient à toi. Et donc, j'essaie de faire et ça me fait passer aussi du temps. Ouais. D'accord, très bien. Comment on fait pour devenir un champion du monde? Parce que les gens te voient, tu es très jeune, mais comment on fait pour être champion du monde, si jeune d'ailleurs? Si jeune, Parce que tu n'es pas champion du monde maintenant. Exactement. Et tu n'as que 30 ans. Depuis donc, 2016, oui. Voilà, ça fait un certain nombre d'années. Comment on fait pour devenir champion? Ça vient personnellement de moi. Parce que étant tout jeune, j'ai eu assez de rêves. Je voulais tirer mon épingle du jeu. Et en voyant des exemples comme Yaya Touré, Samuel Eto'o, Didier Drogba, ils m'ont permis de rêver. Et voilà, j'ai travaillé, j'ai persévéré. Et voilà comment j'ai pu non seulement réaliser mon rêve, mais aussi réaliser le rêve de toute une nation, tout un continent et surtout de plusieurs jeunes en Afrique. Qu'est-ce qui explique donc, d'après toi, que les pays africains n'aient pas d'autres médailles dans les sports de combat? C'est simple, parce que les sports de combat, pas seulement combat, il y a l'athlétisme. En Afrique, pas dans tous les pays, généralement on fait la politique du sport. On ne fait pas vraiment le sport. Je prends un exemple, vous voyez en France, dans tous les sports, il y a des champions. Au judo, il y a Teddy Riner, qui est un grand champion. Au taekwondo, il y a eu Pascal Gentil, Marlène Arnois. À l'athlétisme, il y a des grands champions. Dans tous les sports, vous allez trouver des grands champions, parce qu'ils font du sport réellement et aussi ils font de la politique du sport. Mais en Afrique, c'est un peu plutôt la politique du sport qu'on fait. On n'a que le football qui est généralement bien, ou peut-être une discipline qui sera peut-être quelqu'un va sortir son épingle du jeu, et c'est ça malheureusement qui nous tue. Et c'est pas parce qu'on n'a pas vraiment de sportifs. À la base, les Africains, ils sont, voilà, sportivement, on est bien. Je prends un exemple. Moi, j'ai pas besoin de préparateur mental. Parce que généralement en Europe, les athlètes de haut niveau, ils ont des préparateurs mentaux. Parce que nous, en Afrique, la vie est quand même assez dure. Donc, voilà, donc mentalement, tu es déjà prêt. Et physiquement, on est déjà, tu vois, on est déjà sportif à la naissance. Et mon entraîneur était en Côte d'Ivoire. Et lors du championnat d'Afrique, et il est revenu en Espagne, il dit waouh, il y a vraiment du vivrier. Et tu vois, il y a tellement d'athlètes qui peuvent choses, mais c'est compliqué. On fait la politique du sport et ça, il faut changer cela. Mais ce serait dans quel domaine principalement? La formation? L'investissement dans la formation? L'investissement. Et il faut donner aussi la chance aux gens, aux jeunes. Parce que moi, quand j'ai commencé, je m'entraînais à même le sol. Par terre. Dans nos écoles primaires, je m'entraînais à même le sol. Mais c'est parce que j'avais un rêve, j'avais vraiment envie de réussir. Je me suis donné les moyens que j'ai pu. Mais quand je suis arrivé en Europe, je vois des jeunes, ils sont là avec des chaussures. En fait, tout est préparé. Donc, psychologiquement, déjà, ils ont tout ça. Et il faut aussi essayer d'investir plus. Et c'est même pas beaucoup d'argent. Hein. Parce que je pense qu'en Afrique, on met assez dans le football. Ouais, tu vois, le 1/5 ou le 1/10 du football, si on investit dans les sports dits mineurs, en Afrique, je pense qu'on n'aura pas seulement... À chaque Jeux Olympiques, on aura des champions. Ouais. Oui, parce que parfois, on voit des pays qui ne sont pas forcément beaucoup plus riches en Amérique latine, notamment. Exactement. Qui sont pourtant très présents dans la boxe. Tu as l'impression qu'ils ont Cuba qui rafle des médailles. Donc, tu as l'impression qu'ils ont des vraies filières de formation. Exactement. Dans ces domaines. Ils essaient de tricher un peu sur les États-Unis, tout et tout. Et ils essaient, je prends l'exemple avec le Brésil. Juste après les Jeux Olympiques de Rio, je vois une équipe du Brésil, du taekwondo, qui a explosé. Parce que l'expérience des Jeux Olympiques, ils ont essayé de récupérer pour professionnaliser le sport. Et aujourd'hui, on voit les Latinos qui ont des sports de combat au judo. Voilà, il y a d'autres sports qui se développent et il y a d'autres champions qui se développent. Ouais. Alors, mais est-ce que ce n'est pas aussi un problème de formation? C'est-à-dire, quand je parle de formation, je parle de la formation des encadreurs. Parce que dans certains pays, tu peux avoir... quelques infrastructures, mais moi, j'ai souvent le sentiment que le niveau des encadreurs n'est pas non plus mis à jour. Est-ce que nos formateurs au pays ne sont pas aussi à mettre à niveau? C'est de là que je parle. Quand en Afrique, on est plus basé sur la politique du sport. Je prends un exemple. Hein. Il y a le ministre du sport, le ministre des Sports.
Mais après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais pour faire des champions, il faut la formation des entraîneurs. Il faut aussi des infrastructures. Et malheureusement, on néglige un peu ce côté. On a encore l'idée en Afrique que le sport, c'est juste porter des chaussures, aller sur la colline, faire 10 tours d'un Oui. terrain, se muscler. Non, aujourd'hui, il y a toute une psychologie du sport. Il y a le sport, c'est, voilà quoi, c'est Mbappé, c'est de lui qu'on doit parler parce que avant qu'il n'arrive à ce niveau, depuis tout petit, on le suit. Je prends les cas des Jeux Olympiques de Paris 2024, mais depuis 4 ans, les Français, ils savent qu'ils doivent organiser. Ouais. Ils se préparent. Oui. Vous voyez un peu? Et généralement, nous, quand on a une compétition, on attend 6 mois avant. On prépare les infrastructures. On prépare les infrastructures. On s'en fout de. Voilà, l'équipe. Ouais. Et c'est 6 mois avant, on va faire une petite communication. Oui, l'équipe de temps va. Mais ils vont, mais. Tu vois. Et moi, quand je vais aux Jeux Olympiques, par la grâce de Dieu, j'ai participé à 2 Jeux Olympiques. Mais ça me fait très mal quand je vois que les Européens, les Américains se partagent les médailles. Et on n'a qu'une bouchée d'Africains qui font peut-être une petite médaille dans tel Et ou tel encore, sport. c'est souvent les Kenyans et les Éthiopiens dans Exactement. Et l'athlétisme. donc, il faut arrêter cette politique du sport. Il faut vraiment investir. Parce que dans un pays, il y a 2 choses qui réunissent les peuples. La musique Et le sport. et le sport. Quand il y a le sport, tout le monde est réuni. Quand il y a la musique, tout le monde est réuni. Et je pense que pour moi, c'est aussi un côté à regarder. Il faut essayer de se pencher sur ce domaine-là. Et en même temps que tout le monde est réuni, mais c'est pour moi, par exemple, je suis la seule médaille d'or de l'histoire de mon pays. Oui, j'ai lu ça suite à ta Voyez? biographie. C'est grave quand même. Et l'unique médaille d'or de mon pays vient d'un sport mineur. Oui, Vous voyez? ça dit tout. Ça dit tout. Et donc, il y a beaucoup à faire. Si on investit plus là-dedans. Exactement. Et aujourd'hui, je fais ma fierté, je fais la fierté de mon pays, et même sur le côté touristique. Oui, les gens veulent aller dans le pays de. Quand on parle de Didier Drogba, c'est rare de voir un Ivoirien qui va en Europe, et quand tu dis la Côte d'Ivoire, on ne sait pas de. Tu dis Didier Drogba, directement, on sait que c'est la Côte d'Ivoire. Yaya Touré, Samuel Eto'o, pareil. Et donc, le sport a la capacité de faire assez de choses. Et malheureusement, on est encore dans cette politique du sport et vraiment, il faut des gens pour changer cela. Mais maintenant que tu as une voix audible, tu es maintenant quelqu'un qui connaît les plus hautes instances dirigeantes en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu leur tiens ce discours et qu'est-ce qu'on te répond? Je me forme encore. Je ne suis pas encore bien, mais je me forme encore au taekwondo. Je suis président de la commission des athlètes. Et pour les Jeux Olympiques, je me suis présenté pour être je suis candidat à l'élection de la commission des athlètes. Et en tant qu'athlète, je n'ai pas encore terminé. Je continue aussi, je termine mon MBA. Et c'est un peu pour moi d'essayer de m'accrocher à ces instances-là afin de prendre le maximum d'expérience et vraiment aller dans mon pays pour dire voilà comment le sport doit se passer, voilà ce que le sport peut apporter, voilà ce que... Et surtout mineur, parce qu'au football, la FIFA a déjà tout calé. Il suffit que tu joues dans un petit club. C'est bien, là, parce que la FIFA, la communication, le travail est déjà fait. Mais les sports dits mineurs, il y a beaucoup à faire encore en Afrique. Mais du coup, pour moi, tu es doublement à féliciter parce que tu es champion là où personne ne t'attendait. Personne n'attendait à ce que la Côte d'Ivoire débarque dans le taekwondo. On se disait peut-être le foot. Ouais. C'est un peu comme dans une famille, c'est l'enfant qu'on néglige qui finit par réussir plus que tout le monde. À quel moment tu te dis, je veux faire du taekwondo? Parce que pareil, quand on est en Afrique, déjà on pense aux arts martiaux très peu. Et ceux qui y pensent même, c'est le karaté, c'est du judo. Exactement. D'où te vient le taekwondo? Alors, mon histoire, elle a été vraiment compliquée parce que je suis né en Côte d'Ivoire, à Bouaké. Et je suis le 3e enfant d'une famille de 6 enfants. Et mon père a toujours adoré le taekwondo. Les sports de combat, pas le taekwondo, les sports de combat. Ok. Et malheureusement pour lui, il vient d'une famille nombreuse où il y a 2 femmes, il y a près de 10 enfants ou peut-être même plus. Mais donc c'était compliqué pour mon père, c'était compliqué pour mon grand-père, pardon, de déjà financer les études de ses enfants. Tous les enfants. Et aussi financer
L'extrascolaire. l'extrascolaire. Oui. Et donc, malheureusement, mon père n'a pas pu faire le karaté. Et donc, quand je suis né, il m'a directement transmis cette passion. Il m'a directement mis au sport. Et au départ... Et pas tes aînés? Oui, mes aînés aussi. Même Ok. mes frères, certains ont arrêté, il y a d'autres qui continuent, mais pas au niveau où je suis. Et au départ, c'était plus pour m'occuper après les études. Pour ne pas que je puisse faire des bêtises après les... Et aussi, parce que le sport, c'est pas seulement lancer les pieds, c'est aussi, ça enseigne des valeurs de respect. Tout à fait. Voilà, plusieurs valeurs. Donc, c'était pour que... Ça bâtit un mindset. Ça bâtit un mindset et voilà. Et c'était pour ça. Et au fur et à mesure, ce sport-là est devenu Mais professionnel. à quel moment tu te dis, je peux faire quelque chose là-dedans? Parce que j'imagine qu'à un moment donné, tu as dû faire des choix entre tes études, le sport. Bien sûr, je faisais des études, j'ai continué, j'ai même fait du football. Ah oui? Ouais, mais j'ai eu la chance d'avoir mon maître, qui était en même temps mon maître, même qui était en même temps mon père. Et c'est lui qui a vite, maître Kragbe Christian, c'est lui qui a vite détecté ce potentiel-là. Il m'a dit, tu peux. Même souvent, quand je m'égarais, je partais au football. Il me disait, non, okay, quand tu es en vacances, quand tu es à Boaké, et voilà, va dans tel club. J'ai déjà appelé, donc il m'a appelé. Donc, j'étais obligé de toujours faire le taekwondo. Et j'ai vu Usain Bolt aux Jeux Olympiques. Oui. Usain Bolt aux Jeux Olympiques, c'était aux Jeux Olympiques de Londres, où il a raflé. J'ai vu Michael Phelps aussi, qui ont raflé plein de médailles. Et je me suis dit, faut que j'essaie. Et voilà, je me lance, je suis appelé en équipe nationale. Ma première compétition, c'était à Abidjan, à la Coupe du Monde par équipe. J'étais le outsider et je fais la meilleure performance de l'équipe. Et là, je me dis, ah ouais, il y a quelque chose à faire. Et voilà, ainsi de suite. On va aux Jeux Olympiques. Mais avant les Jeux Olympiques, il y avait plusieurs compétitions. On va aux Jeux Olympiques et voilà, je tire mon épingle du jeu. Quand tu y vas, les premiers Jeux Olympiques, c'est 96? Ou tu étais déjà avant? Non, 2016, 2016 à Rio. Tu étais déjà avant ou juste c'était tes premiers Jeux? Non, c'était mes premiers Jeux. Ouais. Alors, quand tu vas en 2016 à Rio, tu te dis que tu y vas pour gagner ou tu te dis que tu vas pour participer? Déjà, quand je partais, je me suis qualifié dans le top 6. Ah, déjà? Oui. Depuis la Côte d'Ivoire? Oui, parce qu'avant d'arriver aux Jeux Olympiques, je faisais déjà des médailles. J'ai déjà été champion d'Afrique, champion des Jeux africains à Brazza. J'ai gagné un grand prix. Et donc, quand j'arrivais, j'étais déjà dans le top 6. J'étais déjà bien. Mais personne ne pariait sur moi. Bien sûr. Ouais, personne ne pariait sur moi. Et je suis allé, je savais que je pourrais faire une médaille. Mais je connaissais pas la couleur. J'avais cette motivation, j'avais cette conviction que je pouvais faire une médaille. Parce que généralement, moi, je ne fais rien au hasard. Je ne fais rien pour être dernier. Tout ce que je fais, je m'y mets à 100%. Et c'est vrai que c'était compliqué, la préparation. Mais voilà, on s'est donné. La préparation, celle-là, elle est encore financée à 100% par les États. Ouais, les Jeux Olympiques. Oui, donne une part pour... Oui, par le ministère des Sports. Mais bon, tu sais, c'est un sport dit mineur. Donc, on ne croit vraiment pas en ça. Et donc, voilà, il a fallu la force mentale, beaucoup plus la force mentale et le travail qui a payé. C'est pas... Ouais. Alors, beaucoup de gens disent que les Jeux Olympiques, en réalité, c'est beaucoup de... Il y a la compétition, mais autour, apparemment, il y a énormément de fêtes, énormément de jeux, énormément de couples. Et apparemment, c'est très difficile de se concentrer pendant les jeux. Comment toi, tu vis les jeux à chaque fois que tu y vas? Ça, je pense que c'est pas vrai. Les Jeux Olympiques, c'est d'abord avant les combats, avant le jeu, il y a ces retrouvailles-là, le monde sportif. Par exemple, moi, quand je suis arrivé aux Jeux Olympiques, j'étais dans le même bâtiment, où on logeait dans le même bâtiment que Usain Bolt. Vous voyez? Et on mangeait dans les mêmes réfectoires que tous les athlètes. Teddy Riner. Donc, ça rassemble un peu les athlètes. Ça rassemble les athlètes, ça montre un peu un autre côté de la vie. Et vous essayez de vous connaître, le monde professionnel aussi. Et donc, avant que ça soit des jeux, c'est d'abord ça. Et le côté fête, bien évidemment, quand on se rassemble après les compétitions, après les résultats, voilà, il y a aussi la cérémonie d'ouverture
où voilà, toutes les nations se rassemblent. C'est quelque chose, c'est quand même festif, mais plus sérieux et voilà quoi. Chacun aussi a son objectif. Ouais. Tu es porte-drapeau? Ça, je sais pas. Tu n'as pas encore été porte-drapeau? J'ai pas encore été porte-drapeau, mais voilà, c'est quand même ça sera un plaisir pour moi de porter ce drapeau-là à Paris. Et... En tout cas, tu le mérites. Si tu es le seul champion de la Côte d'Ivoire, oui, c'est normal qu'on mette aussi en avant les talents qui réussissent. Parce que je pense qu'il faut qu'on ait vraiment dans nos pays une culture centrée sur l'excellence à tous les niveaux. Exactement. Quand quelqu'un est excellent, il faut lui donner sa place pour que ça inspire d'autres personnes. Parce que le problème dans certains de nos pays, c'est que les gens excellents, je ne dis pas que c'est le cas, hein, là, pour le jeu, je parle de manière générale, mais les gens excellents, on leur fait de l'ombre par des incompétents ou des moins compétents qu'eux. Ça. Et ça ne donne pas envie de se battre. Parce que si je sais que même si je deviens le meilleur, il y a quelqu'un d'incompétent qui va être devant moi, même dans les entreprises. On a cette logique-là, ça pose problème. Donc moi, je milite pour que des gens comme toi, en tout cas les gens qui ont le mérite sportif évaluable et pas juste l'expérience, puissent aussi être à ces places. Donc la décision n'est pas encore prise pour 2024. on verra bien. Bien sûr. Qui va être pris là-dedans. Tu as dit que tu retournes pour faire un MBA. Pourquoi? Parce que le sport, il est très court. Il peut même être souvent très court s'il y a une blessure. Oui. Ou s'il y a des méformes. Encore plus court même. Ouais. Exactement. S'il y a des méformes, parce que voilà, c'est un sport de combat, on n'est pas tout le temps le meilleur. On peut être le meilleur une année. J'ai eu la chance d'être meilleur depuis 10 ans, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, il faut réfléchir toujours à l'après-carrière. C'est quelque chose de très, très, très important. Parce que moi, aujourd'hui, c'est un peu malheureux pour moi de voir des grands sportifs de mon pays qui, après, pas à la rue, mais voilà, qui ne méritent pas ce dont ils ont vraiment, voilà. Et j'ai eu la chance d'avoir un père qui est instituteur. Et donc, il m'a toujours inculqué le savoir. Aujourd'hui, je parle 3 langues. Mais il y a 10 ans, je ne parlais pas. Donc, je suis toujours en train de chercher comment on dit ça en français là. Je suis toujours en train de chercher le meilleur. Oui, l'excellence. Oui. L'excellence dans mon sport. Et c'est ça, parce que ce que je ramène aussi aux jeunes, voilà, je sais qu'il est meilleur au taekwondo. Mais après le taekwondo, il faut toujours, et c'est mon objectif, d'être aussi meilleur sur l'ère de combat, mais surtout après l'ère de combat. Et quand on est champion du monde, champion olympique, on s'imagine le citoyen lambda se dit Cheikh est riche. Il doit gagner beaucoup d'argent. Ces histoires de taekwondo là. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que les sports de combat comme le taekwondo, ça rapporte de l'argent? Normalement, en Côte d'Ivoire, ou peut-être même plus dans l'Afrique, on ne peut pas vivre du taekwondo. Ah ouais, quand même. Même quand on est champion. Quand on est champion, ça peut être exceptionnel. Mais la personne lambda... lambda qui n'est pas champion olympique ne peut pas vivre du taekwondo. Parce que ce n'est pas structuré. Moi, je te dis, il faut qu'il m'excuse, mais quand j'ai commencé, je voyageais. J'avais l'opportunité de voyager, mais après, avec des primes de 50 000 francs. Non. Quand on s'entraîne, la prime d'entraînement, 2 000 francs, 2 500. Oh. Et pire, ça c'était il y a 10 ans, peut-être maintenant ça a changé, mais pire encore, il y a des pays où des jeunes s'entraînent, mais rien, quoi. Ouais. Et donc c'est compliqué. Et j'ai eu la chance de faire des médailles, et ces médailles-là essaient de m'apporter quelque chose. Et aussi, je recherche des sponsors, et donc mes sponsors m'aident un peu. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire la première médaille de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai aussi le gouvernement qui m'accompagne à m'entraîner dans de bonnes conditions. Voilà pourquoi j'aimerais utiliser votre plateau pour dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, et la première dame qui m'accompagnent sportivement et qui sont toujours prêts pour moi afin que je puisse être excellent dans ce que je fais. Et donc, pour mon cas, c'est ça, mais généralement, les sports de combat, l'UFC, bien sûr, on vit de son art, mais après, le judo, le taekwondo et d'autres sports, donc c'est difficile de vivre de son art. Mais ce serait bien parce que tu as donné cette opportunité au chef d'État et à la première dame de vulgariser ça. C'est-à-dire, autant c'est bien de célébrer un champion, mais je pense qu'il faut créer
l'espace pour d'autres champions. Exactement. Et ça, c'est ce que je trouve dommage en Afrique, c'est qu'on a tellement de potentiels champions qui ne seront jamais champions parce qu'on ne leur a pas donné le cadre. Exactement. Et c'est ce qu'on trouve en Occident, le cadre. C'est ça aussi, parce que tout à l'heure, je écrivais, je disais, l'écosystème en Afrique brise le rêve de certaines personnes, des jeunes. Ouais. Parce que tous les jeunes ne veulent pas devenir footballeurs. Tous les jeunes ne veulent pas devenir entrepreneurs. Il y a des jeunes qui veulent faire du judo. Tout à fait. Qui veulent être champions du monde. Tout à fait. Il y a des jeunes qui veulent faire l'athlétisme, qui veulent être champions du monde. Tout à fait. Mais le La cadre, natation. la natation et l'écosystème de l'Afrique fait que moi, une anecdote, quand je commençais à être à un certain niveau au taekwondo, il y a des parents qui me disaient, qui appelaient mon père et disaient, ton fils là toujours, on le voit voyager, il gagne médaille, il gagne médaille. Je parle comme les... Il gagne médaille, il gagne médaille. On a eu des grands champions qui sont rien devenus et donc il n'a qu'à faire attention, ses études. Mais mon rêve était de devenir champion olympique. Mais déjà, il y a une certaine peur des parents dès qu'un enfant se lance dans ce sport-là. Oui. Et donc, c'est des choses qui doivent changer. Et voilà. Oui, non, mais clairement. Et les parents sont pragmatiques. Ils se demandent, est-ce que mon enfant va pouvoir en vivre? C'est pas qu'il est contre la passion, mais il se pose la question, est-ce qu'avec ça, il va pouvoir avoir une famille, prendre soin de sa famille grâce à son sport? Et malheureusement, comme tu l'as dit tout à l'heure, les sports mineurs en Afrique, déjà que même le foot en Afrique a du mal à nourrir ses athlètes, et c'est le sport roi, à plus forte raison des sports comme le taekwondo. Mais je pense que la visibilité que tu as donnée à ce sport et que tu continues de donner à ce sport devrait inspirer davantage nos dirigeants. Et tu l'as dit toi-même, l'investissement est tellement moindre. On n'a pas besoin de construire un grand stade. Un stade de foot, c'est des milliards et des milliards. Ça n'a rien à voir. J'ai pas eu besoin de milliards pour être champion olympique, champion du monde. Ouais. Vous voyez un peu. Et donc, c'est en ça aussi que j'interviens avec ma fondation qui a déjà fait 30 millions dons d'équipement pour le taekwondo. Et là, quand je rentre à Abidjan, encore avec ma fondation, on va essayer de donner un équipement d'une valeur de 50 millions. Super. Pour que, au moins, nous, on s'entraînait à même le sol, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Les jeunes ont besoin d'équipement, d'équipement pour pouvoir s'entraîner. Vous voyez. Et donc, c'est à ça qu'il faut penser, je pense. Je veux qu'on parle un peu du côté business. Moi, je vis à Abidjan une bonne partie de l'année. Et je ne vois pas ton visage partout dans les affiches. Je suis allé en Corée du Sud, je crois l'année, il y a 2 ans maintenant. Et j'avais été très marqué de constater que dans tous les carrefours, on avait des images de Son. Tu vois, le footballeur Son, il est partout. C'est la star nationale. Et quand je vais en Côte d'Ivoire, je ne te vois pas. Ou du moins, très, très peu. Très peu. Oui. Est-ce que c'est parce que tu n'es pas sollicité ou alors c'est parce que tu es nul en marketing? Nul en marketing. Ou alors tu es trop cher? Non, pas trop cher. Je pense que il doit y avoir une politique de sport. Oui. Parce que les marques ne font pas confiance réellement à ces sports dits mineurs. En fait, il y a tout à refaire. Okay. Il y a tout à refaire. Ils se disent, mais ce sport-là, est-ce que c'est compliqué? Au foot, il y a des matchs à chaque moment. Dans la semaine, on a la Champions League. Donc, on est sûr de voir un Franck Kessié ou un Didier Drogba en affiche. En fait, il y a toujours des matchs. Ok. Et nous, au taekwondo, d'abord, le sport, la politique du sport, les fédérations, le ministère, ils ne font pas un travail colossal pour dire que voilà, il y a du sport, ce genre de sport-là peuvent avoir une visibilité. Et donc, tout ce que tu as vu mon visage peu. Oui. Le peu que tu as vu vient de moi et de mon équipe. Vous voyez? Et donc, en tant qu'athlète, il faut que je sois sur l'aire de combat. Il faut aussi que je puisse, j'ai parlé de mon équipe de communication, il faut aussi que moi aussi, avec mes propres moyens, je puisse faire un travail. Et souvent, les marques désistent, mais je pense qu'ils ont commencé à s'intéresser, vu que j'ai fait champion du monde, et mon équipe de communication, ils font maintenant un travail colossal, et donc je pense que voilà, ils commencent à s'intéresser, et pour les Jeux Olympiques, je pense qu'il y a beaucoup de marques qui vont m'accompagner. Oui, parce que la Côte d'Ivoire, tu l'as dit, tu es le seul champion olympique du pays. Et ça mériterait d'avoir quand même beaucoup plus de visibilité. Je compare avec le Cameroun et par exemple Francis Ngannou, il est visible, il est très visible. Je ne citerai pas les marques, mais on commence à le voir partout. Alors que pareil, il n'y a pas de MMA au Cameroun. Il n'y a pas vraiment... Ça va. Je sais pas si... On a dit non, il y a une fédération, mais bon, les gens comprennent ce que je veux dire. Ce n'est pas développé au Cameroun, mais les marques savent capitaliser sur son image. Et peut-être que c'est aussi le côté communication, parce que le MMA a une visibilité que le taekwondo n'a pas. En fait, ce que Ngannou fait,
il y a 50% qui vient de la Fédération mondiale de l'MMA. Parce que l'MMA a déjà mis la barre haute. Ouais. Donc, dès qu'il vient, il fait un bon résultat dans ce sport-là. La MMA a déjà même fait sa com sans qu'il ne bouge. Ouais. Et maintenant, il a une com spéciale. Tu vois. Et donc, c'est comme ça chez nous. La Fédération ivoirienne de taekwondo, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est pas assez. Et donc, tout repose sur l'athlète. Mais l'athlète aussi, il doit s'occuper de son sport, il doit s'entraîner. Et donc, c'est un peu... Ouais. Et pourquoi ça ne te... Je me dis, hein, ça ne t'a jamais tenté d'aller vers des sports beaucoup plus lucratifs pour partir du taekwondo, c'est ce qu'un gars nous est en train de faire, il va vers la boxe où il y a 10 fois plus d'argent. Ça ne t'a jamais tenté de dire, bon, je vais aller peut-être vers le kickboxing, kickboxing, le MMA? Je suis déjà lancé pour Paris 2024. Je disais dans une chaîne il n'y a même pas une semaine, c'est pas impossible. Mais pour l'instant, je suis engagé pour les Jeux Olympiques de Paris. Et après, on verra, on ne sait jamais. Tu es ouvert? Exactement, je suis ouvert et on pourrait te voir demain en affiche au MMA. C'est possible. En tout cas, on te le souhaite. Hein, parce que c'est bien de faire du sport pour la gloire, mais c'est bien aussi de penser à sa famille et à ses enfants. Tu fais un MBA parce que tu prépares l'après. Yeah. Tu veux faire du business? Pourquoi pas, bien sûr. C'est le problème de beaucoup de sportifs, tu le sais, c'est qu'ils ne savent pas gérer leur argent. C'est ça. C'est un gros problème. C'est une crainte que tu as? J'ai pas cette crainte-là parce que j'essaie de m'entourer de bonnes personnes, des gens qui connaissent. J'ai une grosse équipe de com, j'ai des juristes qui sont là, qui m'accompagnent. J'ai un bon staff managérial qui s'occupe de ça. Et je pense que c'est important aussi en tant qu'athlète parce que l'athlète, le sport, prend un peu 90% de nos vies. Et aller encore s'occuper de ce genre de choses, c'est un peu compliqué. C'est ce qui explique que vraiment beaucoup d'athlètes finissent un peu mal. Et donc, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Et voilà. Ouais. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as déjà, pendant ta carrière, commencé à investir? Est-ce que tu fais de l'immobilier, par exemple? Bien sûr. Hein, je vais dire, chez nous, les djoulas, chez nous, les djoulas, c'est la base, l'immobilier. Ouais. Donc, j'essaie d'investir dans l'immobilier. Je ne suis pas pro. En Côte d'Ivoire, en France? En Côte d'Ivoire. Okay. En Côte d'Ivoire. Je ne suis pas encore pro, mais j'essaie aussi d'investir dans l'immobilier. Et tu fais quoi, par exemple, dans l'immobilier? La construction, ce genre de choses? La construction. Les immeubles? Non. C'est le classique. Le classique. Je t'ai demandé combien d'immeubles tu as. Non, pas d'immeubles encore, mais quelques appartements, quelques villas. Et voilà, mais je veux pas m'éterniser dans l'immobilier. Je veux avoir quand même une base financière, peut-être dans l'immobilier, et peut-être faire d'autres choses. Et tu sais déjà quoi? Je sais. C'est un peu privé pour l'instant, c'est pas grand chose, mais... Voilà, j'essaie un peu. En tout cas, tu penses vraiment à ta reconversion. Ouais. Je dis ça d'autant plus que si tu vois que des gens qui ont gagné beaucoup plus d'argent dans les sports majeurs ont raté leur reconversion, c'est que c'est pas un jeu. Je compte même du bout des doigts les sportifs qui ont réussi leur reconversion. Exactement. C'est pour dire que c'est pas évident. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de sollicitations familiales. Toi qui es athlète, est-ce que ta famille t'appelle pour te demander de l'argent? Non, mais ça, c'est... Les amis... Ça, c'est la base. En Afrique, on est chaleureux. Et c'est pas... On est chaleureux. Et donc, c'est récurrent de voir la famille, les amis, toujours venir. Voilà, souvent, il y a des gens qui sont peut-être moins rigoureux que d'autres. Il y a des gens qui fléchissent facilement, quel que soit le problème, ils sont toujours prêts à aider. Toi, est-ce que tu sais dire non? Je sais dire non. Je suis rigoureux, mais voilà, je viens d'en bas. Donc, faut aussi analyser la situation et voir. Et beaucoup aussi, je pense que c'est important aussi de beaucoup penser à soi. Parce que on connaît, nous sommes en Afrique, quand on n'est plus au top niveau, il n'y a personne pour toi. Il n'y a personne. C'est difficile de voir des gens pour soi. Et donc, il faut vraiment beaucoup penser à sa famille, à soi-même, et afin de, pouvoir arriver à ses fins. Ouais. Est-ce que tu nous as dit que tu investissais effectivement dans l'immobilier, notamment pour le moment, mais est-ce que tu te considères comme étant un bon épargnant? Quelqu'un qui épargne bien son argent? Je suis marié, c'est évident avec une femme qui est juriste, donc c'est évident. Avant... Non, il y a des hommes qui sont flambeurs. Marié même depuis 10 ans, mais c'est un flambeur. Non, moi, avant, parce que j'ai commencé à être champion très tôt. J'ai été champion olympique à 22 ans. Ah oui. À 22 ans. Ouais. Donc, de zéro
je me suis retrouvé avec beaucoup d'argent dans mon compte et c'était quand même compliqué. Donc, il y a eu des moments où je faisais quand même assez de dépenses. Mais comme j'ai dit, j'ai mon père qui a toujours été auprès de moi pour m'assister. Et maintenant, je suis marié avec voilà, quelqu'un qui est comme ça, quoi. Donc, voilà, elle pense beaucoup au futur. Moi aussi, bien évidemment. Donc, j'essaie de faire le nécessaire pour voilà. Je veux juste ouvrir cette parenthèse. Tu dis que tu étais champion du monde à 22 ans et tu as vu beaucoup d'argent arriver. Quand on est sportif de haut niveau, quelles sont les sources de revenus? Sportif de haut niveau, il y a pas au taekwondo, mais quand on est sportif de haut niveau, il y a déjà les sponsors. C'est une grosse source, ça. C'est une grosse source. En fonction de comment tu manages, en fonction de... Voilà. C'est pourquoi qu'il faut avoir une très bonne équipe pour pouvoir voilà, faire quelque chose de bien. Et particulièrement, moi, quand j'ai gagné les Jeux, j'ai eu quelque chose venant du gouvernement. Ok. Ouais, Ok, j'ai ok. eu une maison, j'ai eu de l'argent. Non, mais alors, je ne sais pas si c'est que pour toi, mais c'est généralement le cas. Hein. Quand Exactement. on gagne une médaille d'or, le ouais. pays, Ouais. le pays fait quelque chose. Et donc, j'ai eu quelque chose venant du gouvernement. Mais voilà. Aussi les sponsors. Mais voilà, c'est beaucoup les sponsors. La fédération internationale ne te donne rien. En fait, ils te donnent la médaille là et c'est tout. Tu rentres chez toi? Si. Au taekwondo, oui. Au taekwondo, tu as que la médaille. Rien de tout. Mais après, c'est à toi de faire ton marqué. Non, c'est pas tous les sports. À l'athlétisme, je pense que ça dépend des fédérations. Donc, même eux, ils banalisent le taekwondo. Le taekwondo, même au niveau mondial, c'est maintenant, avec le président qui est en tête, qui essaie de vraiment valoriser le taekwondo. Et même avant, aujourd'hui, il y a les grands prix au taekwondo qui existent. Les grands prix, quand tu gagnes la médaille d'or, t'as de l'argent. Ok. Mais avant, il n'y avait pas. Donc maintenant, ils essaient au fur et à mesure, voilà, faire monter. Non, mais c'est le important sport. parce qu'il faut que les gens réalisent que donc, quand tu gagnes des Jeux Olympiques, parce qu'en fait, les gens se disent qu'il est riche, mais en fait, d'où vient ces richesses? C'est parce que les gens pensent que, un peu comme la FIFA, Yeah. quand tu gagnes la Coupe du Monde, on te donne tes millions de dollars. C'est pas le même niveau, c'est pas le même Voilà. niveau. Chaque sport a son niveau en fonction du level du sport. Le football, ils sont déjà high level. MMA, pareil. Au taekwondo, même le taekwondo, il y a des compétitions où les tickets d'entrée sont pas payants. Vous voyez un peu. Et donc, il y a une communication qui est faite maintenant au niveau de la World Taekwondo pour pouvoir emmener le taekwondo à un certain niveau afin d'avoir assez de ressources. Et donc, c'est un peu ça. Ouais. Alors, tu vis où maintenant? Je suis en Espagne. Tu vis en Espagne. Oui, Mallorca. Quand tu es en Côte d'Ivoire, est-ce que les gens te reconnaissent? Bien sûr. Beaucoup? Non, beaucoup. Ok, Si, ok. beaucoup. Parce que ce serait... Non, c'est beaucoup. Ok, et qu'est-ce que les gens te disent quand ils te voient? C'est des félicitations. Hein. Je pense que ça impacte les jeunes. Les jeunes, ils sont très fiers de ce que je fais. Les parents, tout le monde est fier. C'est des sentiments de fierté et ils me poussent à continuer. Et voilà, ça fait plaisir aussi. Voilà pourquoi je dis que maintenant, je combats même plus pour moi. Quand je suis sur l'aire de combat, c'est pour tous ces jeunes Africains qui donnaient un espoir à tous ces jeunes-là pour qu'ils puissent quand même essayer aussi de réaliser leurs rêves. Voilà, quoi. Ouais. Tout à l'heure, tu as dit que quand tu as de l'argent, il faut savoir quand tu donnes et quand tu ne donnes pas. C'est quoi tes règles? Est-ce que tu as une logique qui fait que tu te dis, pour ce genre de demande, je ne peux pas donner, ou pour tel autre, ça, il faut que je fasse quelque chose? Des situations de santé. Oui. Ça, par exemple, c'est la santé, tout ça, je suis beaucoup flexible. Mais tu sais que les gens peuvent créer les maladies. Non, c'est pas, oui, j'ai la toux. Non, c'est pas comme ça, mais voilà, il y a forcément des gens, voilà, pour des problèmes de santé, j'interviens beaucoup. Et après, je peux être dur sur d'autres sujets, mais pour beaucoup plus des problèmes de santé, je suis beaucoup flexible. Ouais. Ok, d'accord. Donc pour toi, la santé, c'est l'éducation peut-être? Ouais, bien sûr aussi l'éducation. Il faut envoyer les enfants à l'école. Exactement. Mais bon, ça dépend de... Voilà, souvent, quelle que soit la situation, écoute, ferme les yeux et tu vois, j'ai eu des situations où peut-être j'étais en compétition, en pleine préparation mentale, tout et tout, et des gens qui m'appellent, quel que soit le problème, ça, vraiment... C'est pas voilà, le moment. C'est pas le moment, quoi. Et voilà, je passe à autre chose, donc... mais quand même, Mais est-ce que tes amis ne trouvent pas que tu es devenu trop dur, maintenant que tu as réussi? Ouf! Non. Je ne trouve pas, je ne pense pas. Non, je pense pas. Ils sont avec moi parce que je sais faire la part des choses. Quand je travaille, et en plus, ils voient, même si ils peuvent le dire, mais ils voient le travail que je fais parce que par mes résultats.
Il voit que voilà, il est vraiment occupé, il faut qu'il pense à lui. Et donc, je suis toujours avec mes amis dans de bons termes et tout se passe bien, quoi. Ta réussite ne t'a jamais fait perdre des amis? Des gens qui ont changé face à ton succès? Si, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui- Ça arrive avec tout le monde. Genre, qu'est-ce qu'ils te reprochent? Ou qu'est-ce qu'ils te reprochaient? De ne plus être peut-être trop présent, de ne plus peut-être trop répondre, et de ne plus répondre peut-être aux messages. Et vous voyez, même ce que je ne tiens pas attention à cela parce que même même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Donc, c'est le conseil que me donnent mes parents. Ils disent que voilà, tu dois penser à toi, même quel que soit ce que tu fais, il y aura des jugements. Donc, je m'attarde vraiment pas à ce que les gens disent. Mon objectif, il est très simple. Il est de faire mon sport. J'ai tout gagné dans mon sport. J'ai réalisé mon rêve. Aujourd'hui, c'est de pouvoir inspirer des jeunes, de pouvoir passer le vrai message à ces jeunes-là pour dire que quel que soit le domaine dans lequel on est, on peut réussir. Il faut juste avoir une vision, il faut travailler, il faut persévérer. Et donc, quand on a ce genre d'objectif-là dans sa vie, je pense qu'on n'a pas le temps de vraiment prêter attention à des gens qui disent tu es devenu arrogant, tu es devenu ci, tu vois, c'est un peu bas pour moi. Ouais. Tu es souvent cité dans la presse People pour plusieurs choses. Comment ça t'affecte ce qu'on dit de toi sur Internet? Non. Vraiment pas, vraiment pas. J'ai un mental, c'est ce qui me fait gagner aussi parce que j'ai un mental très solide, très très solide. J'ai gagné les Jeux Olympiques de Rio, j'ai perdu les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur moi. Il s'entraîne plus, il fait plus ça, il est fini, vous voyez un peu. Mais j'ai pu revenir en gagnant le championnat du monde. Vous voyez? Oui. Et en étant numéro 1 mondial. Aujourd'hui, je vais à Paris 2024. Aussi, je suis président de la commission des athlètes. J'ai été meilleur athlète du monde. Et donc, si on n'a pas un mental solide, il y a des moments qu'on peut pas surmonter. Et donc, Justement, comment on fait pour se relever d'un échec? Parce que toi, tu as connu la gloire, Yeah. les moqueries Yeah. et à nouveau la gloire. Yeah. Comment on fait? C'est des objectifs. Il faut avoir un point focal. Par exemple, quand j'ai commencé, je voulais devenir champion olympique. Je voulais entrer dans des instances comme la World Taekwondo. J'avais ce genre d'objectif-là. Et je voulais donner à mes enfants ce que je n'ai pas vécu quand j'étais petit. Oui. Et donc, quand tu as cette vision-là, directement, tu te dis, quel que soit ce qui va entacher ta route, l'objectif, c'est ce qu'il faut atteindre. Et donc, à chaque fois que tu tombes, quand tu repenses à ça, directement, tu te relèves. Mais tu avais déjà cet objectif en 2020 et pourtant ça n'a pas marché. Donc, les objectifs ne suffisent pas. Non, si, bien sûr, ça suffit. Et voilà, la vision aussi. Et ma vision aujourd'hui, je veux changer cette image de sport mineur en Afrique. Cette image de oui, sport mineur, il n'y a pas de sport mineur pour moi. Et donc, quand j'ai cette vision-là, je me dis, la route est longue, elle va vraiment être difficile, mais tu dois forcément tout faire pour y arriver. Et donc, c'est ma vision et rien n'est facile. On a des exemples, c'est Samuel Eto'o qui est un grand frère qui m'a beaucoup inspiré. Vous voyez, Samuel était un jeune qui était à Newbell. Et aujourd'hui, il est le président de la FECAFOOT. Newbell, c'est comme Yopougon. Je connais, oui. Ouais. Newbell, il a la FECAFOOT. Partout où il est passé, il s'est imposé. Barcelone, il était le nègre, comme on peut dire. Mais quand on parle de Ronaldinho, on parle de Samuel, on parle de Messi. Aujourd'hui, à la FECAFOOT, et donc c'est quelqu'un qui a une vision. Mais nous, toi et moi, on sait combien de fois Samuel a eu des problèmes dans la presse, choses, mais il est toujours focus. Et je prends aussi l'exemple du jeune Didi B. Dans une interview qu'il avait, il a cité qu'un 31 décembre, il n'avait pas d'argent, il était à un carrefour et il s'est dit, un jour, les gens vont me sentir à Abidjan. Je sais pas, ouais. Et c'est ça, c'est cette prise de décision-là. Il s'est assis et il s'est dit, un jour, je veux arriver là. Et c'est ça. Mais il savait que pour arriver là, il allait forcément avoir des problèmes, des moqueries, des trucs. Mais aujourd'hui, où il est,
C'est l'un des artistes en vogue en Côte d'Ivoire. Samuel Eto'o pareil, Didier Drogba pareil. Et donc, quand on a une vision, il faut forcément passer. Quand on a une vision, il faut pas s'intéresser à d'autres choses. Il faut vraiment être fixé sur cette vision-là afin d'arriver. Ouais. Il faut partir du principe. Mais parce que tu n'en parles pas beaucoup, mais la vision, c'est bien, mais le travail. Exactement. Tu es une bête de travail. Tu travailles énormément. C'est ce que je dis. Je dis, pour être champion, il y a 3 choses. Pour moi, la vision, les rêves, le travail et la persévérance. Ouais. La vision, c'est quoi? Toute réussite part d'un rêve. Quelqu'un qui ne rêve pas, c'est comme des œufs et rien à l'intérieur. Il faut rêver. Il faut rêver grand. Rêver grand parce que la vie est faite de sorte à réduire nos rêves. Par exemple, moi, au début, je voulais devenir pilote quand on me demandait. Et au fur et à mesure que je grandissais, j'ai dit non, je vais devenir policier. Après, je dis non, je veux juste rentrer à la fonction publique et c'est tout. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez? Parce que au début, j'ai rêvé grand, mais la vie était tellement difficile que tu as commencé à j'ai revoir commencé tes rêves. à revoir mes rêves. Jusqu'à ce que je me dise, le taekwondo, là, je vais aller aux Jeux Olympiques et je me remette en question, je commence à travailler. Et donc, c'est ce que je dis aux jeunes. Il faut avoir un rêve. Et le problème en Afrique, moi, j'ai rêvé par rapport à certaines personnes, certains modèles. Tout à fait. Samuel Eto'o, Didier Drogba, tout ça. Mais il faut des modèles aussi en Afrique. Et c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de faire par mon travail. J'essaie d'être un modèle pour ces jeunes-là. Pour qu'ils puissent, waouh, je veux devenir comme Cheikh Cissé. Je veux devenir comme tant. C'est ça. Tu vois? Et après le rêve, il y a le travail. Parce qu'il y a le rêve, mais après, il y a le travail. Tout à fait. Il ne faut pas seulement rêver. Sinon, ça reste un rêve. Ça reste un rêve. Il y a le travail. Il faut beaucoup charbonner. Je pense que vous avez vu mon Instagram, tout et tout, comment je m'entraîne. Quand je suis à l'entraînement, voilà quoi. Il n'y a rien qui passe avant. C'est l'entraînement, c'est l'entraînement. Et après... Comment tu gères la douleur à l'entraînement? Et même la douleur. Moi, j'ai participé à des compétitions où j'avais le bras cassé. Regardez par exemple. Regarde. Cassé, cassé, cassé et cassé. Waouh. Et je m'entraîne comme ça, je combats comme ça. Waouh. Et même, je te montre une photo après. Il y a une compétition, c'était au Mexique. J'avais le bras dans le plâtre. Et malgré ça, la veille de la compétition, je coupe le plâtre et je vais combattre. Vous voyez? Il y a ça, le travail. Et c'est ce qu'il faut dire. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai un rêve. Parce qu'on pourrait se dire, mais il s'est cassé, c'est normal qu'il arrête. Parce que j'ai un rêve. J'ai un rêve. Mon rêve, c'est de... Et pour moi, ce rêve-là doit se réaliser à tout prix. Blessure ou pas blessure? Blessure ou pas blessure. C'est comme on dit en Côte d'Ivoire, on dit on va se reposer quand on sera dans notre tombeau. Oui. Tu vois. Donc pour moi, c'est ça. Et après ça, il y a la persévérance. La persévérance. Il y a une chanson qui dit « Le temps de Dieu n'est pas celui des humains ». C'est pourquoi il faut persévérer. Parce qu'il y a des gens qui s'attendent à « Oui, je vais rêver, je vais travailler, il faut que le mois prochain, j'ai mon temps. » Non, c'est pas comme ça. Moi, je suis croyant. Il y a le travail, tu travailles. C'est sûr que si tu rêves, tu travailles, c'est sûr que tu vas arriver. Mais tu ne sais pas quand tu vas arriver. Et ça, c'est maintenant de l'essor de Dieu. Mais si tu arrêtes, c'est l'effort, pardon, c'est l'erreur que tu vas faire. Et donc, voilà pourquoi je dis la persévérance. Il n'y a pas d'échec tant qu'on n'a pas arrêté. Exactement, il n'y a pas d'échec. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, l'erreur, c'est de ne pas essayer. Oui, à la base. À la base. L'erreur, c'est de ne pas essayer. Mais on essaie. Soit quand on essaie, soit on échoue, soit on gagne. Mais si on n'essaie pas, on perd à 100%. Et donc, la persévérance, je prends un exemple. J'avais tout gagné au taekwondo, sauf le championnat du monde. Et il manquait seulement le championnat du monde dans mon palmarès. Je gagnais tout. Je vais au championnat du monde en Corée, je perds. Alors que j'étais champion olympique en titre. Et donc, je perds. Au premier tour, contre un
tocard. Waouh. Premier tour. Premier tour. Et Quelle humiliation. On m'allume. Le champion olympique, voilà, en fait, il est devenu gonflé. Voilà, tu vois. Il se prépare plus. Il cherche beaucoup de femmes. Oui. Je prends mon mal en patience. Je vais 2e championnat du monde en Russie. Je perds en quart de finale. Juste. Je vais à Manchester. Je suis en quart de finale. Je mène le combat et je fais un coup... parce qu'au taekwondo, on n'a pas le droit de donner des coups de poing au visage. Je donne un coup de poing au visage, on me disqualifie. Je dis non, c'est pas bon. Je change de catégorie. Je vais au Mexique. Au championnat du monde au Mexique, Guadalajara. Je perds en quart de finale. Encore. Je n'arrête pas. Et maintenant, au dernier championnat d'Afrique, en Azerbaïdjan. Les championnats du monde. Championnat du monde, pardon. Je vais en Azerbaïdjan. Je gagne. Champion du monde. C'est là où vient la persévérance. Tu vois? Et tu vois, les gens ne vont retenir que champion du monde. Ils ne vont pas retenir tout ce qui s'est passé avant. Ouais. Et même le championnat du monde, je le fais encore, de cette année, je le fais encore blessé. Waouh. Et les gens ne savent pas. Et tu es champion du monde avec une blessure. Avec une blessure. Avec ça. Ouais, cassé. Et c'est ce que les jeunes ne savent pas. Ils voient seulement le côté réseau social. Il a été reçu ici. Peut-être qu'il fait ça. C'est facile. Mais le travail qu'il y a derrière, on ne montre pas ce travail-là. On montre seulement le fruit du travail. C'est comme beaucoup d'entrepreneurs. On voit juste l'entrepreneur qui a réussi. On ne voit pas par où il est passé. Et ça, c'est l'un des gros problèmes qu'on a avec les réseaux sociaux. C'est que les gens ne montrent pas les moments difficiles. Ils choisissent de ne montrer que quand tout va bien. C'est un peu comme ces couples dans lesquels tout va toujours bien. On sait tous que dans la réalité, il n'y a aucun couple où tout va toujours bien. Et ça donne l'image aux gens que la réussite, c'est ça. C'est cette belle photo-là où tout va bien. Et c'est très important que dans des moments comme ceci, tu prennes le temps de rappeler aux gens les réalités par lesquelles on passe. C'est beaucoup d'échecs. C'est même pas des échecs, c'est beaucoup. Mandela a dit que dans la vie, je n'échoue jamais. Exactement. Soit j'apprends, soit je réussis. Exactement. Et c'est beaucoup d'apprentissage. Beaucoup d'apprentissage qui t'ont mené aujourd'hui à cette consécration. Mais comment tu fais pour persévérer quand tout semble être contre toi? Quand tu n'as même pas d'espoir de te dire, comment tu fais? C'est déjà d'abord le mental. Ouais, c'est là que le mental. Et la famille, c'est là aussi vient que les amis, la famille, les gens qui sont autour de toi, il faut s'entourer de bonnes personnes. Ma femme, mon père, mes entraîneurs. Et il y a d'abord le mental, mais on est des humains. Souvent, le mental peut être à plat. On a aussi la vision qu'on a, mais souvent tu essaies de douter même de est-ce que tu peux arriver. Et donc, c'est là aussi qu'on a besoin en tant qu'athlète. En tant qu'athlète, on a souvent besoin de la famille, des gens qui nous entourent. Pour, ça va, tu peux aller, vas-y, tu peux aller, t'inquiète pas, tu vois. Et voilà. Tu parles souvent de ton père. Ouais. Quel rôle il a joué dans ton succès? Il a joué beaucoup dans mon succès. L'éducation. J'imagine que tu dois être très fier. Ouais. Chez nous, les Djoula, ils sont très sévères. Ils nous ont habitués au minimum. Moi, je partais à l'école. Famille modeste, hein. Je partais à l'école. J'avais le minimum. Et il nous a toujours dit, l'éducation nous a toujours dit, tu ne mangeras qu'à la sueur de ton front. Ne compte pas sur ton père, ne compte pas sur ta mère, tu ne mangeras qu'à la sueur de ton front. Et il m'a dit aussi une chose que j'ai toujours en tête, il dit, Cheikh, quel que soit ce que tu fais tout pour être le meilleur. Si tu es le meilleur, quel que soit ce que tu fais, menuisier, mécanicien, si tu es le meilleur, forcément tu vas tirer ton épingle du jeu. Et c'est ce que j'ai fait. Taekwondo. Mais moi, je sais que le taekwondo, c'est... Si je voulais être riche, c'est pas le taekwondo que j'allais faire. Mais j'ai tout fait pour être le meilleur dans mon domaine. Et aujourd'hui, je suis content. J'ai réalisé mon rêve. J'ai réalisé le rêve de ma famille. Je rends fier mon pays parce que grâce au taekwondo, le sport mineur, là, la Côte d'Ivoire a eu sa première médaille d'or olympique. Ça, c'est historique. Comme un club de football a dit, à jamais les premiers. Peu importe ce que vous allez faire. Mais... Et donc, l'éducation que mon père m'a... Voilà, c'est... Et aujourd'hui, ça me suit parce que je fais du taekwondo.
Mais aujourd'hui, je parle 3 langues. Tu vois, en même temps qu'il fait le taekwondo, il essaie d'apprendre des choses. Il fait son MBA bientôt. Je suis président de la commission des athlètes. Je suis président De quels athlètes? des athlètes de la World Taekwondo. Ok. Ouais. Je suis World Taekwondo Council member. Ok. Genre le conseil de la World Taekwondo, je représente tous les athlètes du monde au taekwondo. Et même au CIO, je me suis présenté à l'élection. Et donc c'est cette éducation-là qui me suit. Qui toujours apprendre, toujours apprendre, toujours apprendre. Et même quand tu connais tout, ok, tu connais, en fait, c'est ça qui fait un leader. Avec le leader, il y a toujours de nouvelles, des étapes à choses, de nouvelles étapes. Il finit jamais le leader. J'ai fait le taekwondo, je dis j'ai tout gagné, je vais chercher j'ai dit, entrer dans des instances afin d'apprendre auprès d'eux et de revenir dans mon pays pour aussi de montrer voilà comment le sport se passe, voilà le management du sport, voilà comment on doit faire. Et après ça, il y aura d'autres étapes, mais toujours pour servir les jeunes, pour servir mon continent, pour servir la Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais eu de proposition de changement de nationalité sportive? Bien sûr. Bien sûr. Qui t'a sollicité? Le Qatar, et je ne veux pas dire le nom, mais le Qatar... Pourquoi tu ne veux pas dire le nom? Le Qatar, depuis 2016. Tu peux donner les noms. Et même maintenant, oui. J'ai eu une sollicitation pour changer de nationalité. Mais... Et pourquoi tu refuses? Alors que, parce que si le Qatar t'appelle, il te donne un puits de pétrole. Je prends un exemple. Oui. En France, ils ont près de 600 médailles d'or olympiques. Donc, un médaille olympique en France, il vaut rien. Mais en Côte d'Ivoire, on a une seule médaille d'or olympique. Vous voyez? Ouais. Et cette seule médaille d'or-là, imaginez combien de jeunes que ça a inspiré. Et c'est ça. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de propositions. Mais parce qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, il n'y a pas de prix pour tout ce que j'ai fait. En fait, ce que j'ai fait dans mon sport... C'est plus qu'une médaille, en fait. C'est plus qu'un puits de pétrole. Et voilà, quoi. C'est plus que ça. Ça n'a pas de prix. C'est tellement touchant que tu parles comme ça, parce que moi, j'ai fait des vidéos dans lesquelles je condamnais des sportifs, bon, je ne vais pas donner leur nom ici, pour des changements de nationalité qui n'étaient même pas nécessaires. Yeah. C'est-à-dire que tu sois dans une possibilité dans laquelle le changement de nationalité va t'apporter, je ne sais pas moi, pour ta famille, d'être mis à l'abri du besoin, ainsi de suite, même pas. On constate que beaucoup de gens, malheureusement, ont une tendance à renier facilement leur changement. Et moi, j'ai toujours dit aux gens, mais si Drogba ou Eto'o, parce qu'ils ont eu des sollicitations pour devenir espagnol ou français, ouais, il serait juste un joueur de plus dans un long palmarès et il n'inspirerait personne. Exactement. Et c'est tellement intéressant de voir qu'un jeune comme toi, aujourd'hui, quand tu parles du fait qu'un Samuel Eto'o qui n'a rien à voir avec le taekwondo, yeah, Didier Drogba qui n'a rien à voir avec le taekwondo, ont été des sources d'inspiration pour toi. Parce que tu as vu au travers d'eux que des Africains peuvent réussir à un niveau mondial et exceller. Et ça t'a poussé à devenir excellent dans ton domaine à toi. Yeah. Et je pense que les gens ne réalisent juste pas à quel point être un rôle modèle est important, d'autant plus pour les Africains, parce que malheureusement, en Afrique, on a très peu de modèles. Yeah. En Afrique, les gens pensent que pour réussir, il faut que tu fasses la politique. Il faut que tu sois fonctionnaire et que tu voles. Mais les gens qui réussissent par le travail, par le mérite, sont très peu mis en avant. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, et tu l'as tellement bien dit, ta réussite va au-delà d'une médaille. Ta réussite va au-delà de l'argent qu'on peut te donner ou d'un puits de pétrole qu'on peut te donner ailleurs. Parce que tu crées ce qui n'a pas de valeur, c'est le rêve. Yeah. Tu permets aux gens de rêver. Et ça, bravo, bravo, bravo. Tu es peut-être le premier, mais le mindset que tu as fait, que je pense tu resteras longtemps, en tout cas je te le souhaite, yeah, dans les cœurs, c'est le plus important, dans les annales aussi du pays. Je ne sais pas si tu veux commenter ça, mais sinon on arrive à la fin et je voulais te poser une ou deux autres petites questions. Vas-y, tu peux. Alors, on va revenir parce qu'on parle quand même un peu d'argent ici. Yeah. Je vois que tu es très apprêté quand on voit tes photos. Ben oui, tu es toujours très apprêté, ouais, très bien habillé. Merci. Est-ce que tu dépenses beaucoup d'argent pour tes vêtements? Non. J'ai même pas le temps de m'habiller. C'est maintenant parce que je suis président d'une commission que je suis obligé d'être en costume avec lors des réunions. Donc voilà, maintenant j'essaie d'être quand même bien et voilà quoi, pour représenter
mieux ma commission. Et je vais pas dire que je tends vers la retraite parce que je pense faire encore des Jeux Olympiques. Ah, c'est pas tes derniers. Après ceux de Paris, je pense. Disons, allons d'abord à Paris. Fini et après on voit si tu peux. Voilà, mais voilà, comme je l'ai dit, voilà, il y a l'image aussi. Il y a l'image qui est très importante. Je suis sur l'ère de combat. On connaît Cheikh Cissé qui combat, qui lance, qui est toujours en sueur. Mais pour des instances que je veux intégrer, pardon. Il y a un code à respecter. Et donc, j'essaie de respecter ce code-là. Et voilà pourquoi je suis. Voilà, tu n'as pas répondu. Ça te prend beaucoup d'argent ou pas les vêtements? Non, pas beaucoup, ça va. Et les voitures? Voitures, non. Tu aimes les voitures? Oui, j'aime les voitures. Comme tout le monde, j'aime bien le luxe. Mais en tant qu'athlète, on n'a pas forcément besoin de tout ça maintenant. Moi, par exemple, je m'entraîne du lundi au vendredi, matin et soir. Les week-ends, je suis en compétition. Donc, tous les week-ends? Tous les week-ends, pas tous les week-ends, 2 week-ends dans le mois, je suis en compétition. Donc, c'est quoi, c'est un championnat du monde? C'est quoi? Il y a des Open. Pour être numéro 1 mondial, faut pouvoir faire des compétitions et prendre des points. C'est ce qui te classe. Tu prends des points, il y a un classement. Et donc, faut toujours être pour te maintenir numéro 1. Donc, c'est pas juste le championnat du monde. Non, c'est pas. Il y a des Open, il y a des Grands Prix, et il y a tout ça. Donc, c'est ce qui. Donc, quand tu as un petit moment, t'as pas le temps d'aller en soirée, t'habiller. En fait, t'as même pas le temps. Même si tu aimes, mais t'as pas le temps. Et aussi avec ma nouvelle vie de famille, mes nouveaux postes à la World Taekwondo, il y a des réunions. Donc, vraiment, on a plus le temps pour soi-même. Et on a que et encore travail. Moins le temps pour faire exactement certaines choses. Mais par contre, j'adore aussi, hein, j'adore bien le mettre. Je vais te demander, mais du coup, ton argent va où alors? Si tu payes pas beaucoup les vêtements, t'es pas trop dans les voitures, ton argent va où? Tu te fais plaisir comment? Déjà que le taekwondo donne pas assez d'argent, ouais. Donc le peu que je gagne, j'essaie d'investir. Investir chez nous comme comme ta structure le dit. Ouais, j'essaie d'investir et voilà, j'essaie d'investir parce que la carrière d'un athlète ne dure pas, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Et j'essaie d'investir dans de petits trucs qui pourront peut-être me rapporter après, avoir une base. Et aussi, j'ai oublié de le dire, mais je suis aussi fonctionnaire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, voilà pourquoi au pays, je tiens à féliciter encore le leadership du président Alassane Ouattara, qui a cette année, l'année de la jeunesse. Oui. Et donc, c'est vrai, il faut motiver des jeunes, mais il faut des ressources pour que les jeunes puissent, à faire des projets, et quel que soit le domaine qu'ils veulent, mais faire des projets. Et voilà d'où vient cette opportunité qui est l'année de la jeunesse, où le président donne l'opportunité à tous les jeunes de pouvoir, réaliser leurs rêves à travers une année de la jeunesse qui durera peut-être 3 ans. Ouais. Dernière question, Cheikh, si c'est champion du monde taekwondo, champion olympique, je l'espère pour plusieurs médailles encore. Un jeune qui t'écoute maintenant et qui a dans sa tête un rêve qu'il veut poursuivre, mais dont la famille, parce que ça on n'en a pas beaucoup parlé, dans nos pays, les familles combattent les rêves des jeunes. Parce que dans les familles, si tu veux rêver, il faut que tu sois fonctionnaire. Il faut que tu ailles à l'école. En fait, c'est le chemin tracé. Pour nos familles, il n'y a qu'une voie pour réussir, c'est l'école. Et beaucoup de jeunes ont du mal avec ça parce qu'eux, peut-être, ils ne se sentent pas à l'aise à l'école ou leur cœur vibre pour autre chose. Mais ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Si tu désobéis aux parents, ils vont te dire qu'on ne finance plus tes histoires-là. Comment on fait ça? Comment on parvient à convaincre sa famille de nous suivre ou de nous laisser tenter au moins, essayer notre rêve? Je prends mon exemple. Oui. Ça va vous sembler bizarre. J'étais à fond dans le taekwondo, je voyageais beaucoup, mais j'étais en année de BTS. Mais l'année scolaire, je suis allé que 2 fois en classe, parce que je m'entraînais à chaque fois. Mais j'étais bien avancé au taekwondo. Je voyageais assez, je passais à la télé déjà, je faisais des médailles. Et mon père, il avait l'embarras. Il voit que je vais à l'école. Il voit que, à chaque fois il rentre dans ma chambre, il voit mes cahiers, il voit que je ne vais pas à l'école. Mais quand je sors, je dis, je vais à l'école, mais je vais à l'entraînement. Et il avait l'embarras. Mon père, il ne peut pas me dire, arrête du taekwondo. Parce qu'il me voit que j'excelle dans le taekwondo. Il me voit aussi, il ne peut pas me dire aussi, va seulement à l'école. Donc, il avait mal. Il avait vraiment mal. J'ai même passé aussi le concours de la police et j'ai échoué.
Heureusement. Heureusement. Tu allais être en train de... Donc, il était là et il avait très mal. C'était une période vraiment difficile pour lui. Parce que le taekwondo, j'excelle, mais il sait pas. Et ses parents aussi qui lui mettaient la pression, de dire, oui, on voit ton fils à la télé, là, on ne sait pas, chose, il n'a qu'à prendre ses études. Donc, je savais que mon père souffrait, mais j'avais une chose en tête, mon rêve. Je voulais juste réaliser ce rêve-là. Et comme lui-même il l'a dit, quel que soit ce que tu fais tout pour être le meilleur. Je me suis donné, je suis allé dans une compétition, je devais passer le BTS et on était en Corée avec l'équipe. Et dans l'équipe, on était 5 à devoir passer le BTS. Waouh. Mais on était en Corée. Au moment où le BTS passait. Pendant que au moment où il y avait quelques le BTS. Jours, en tout cas. Exactement. Oui. Et le directeur technique de la fédération nous dit, OK, voilà, vous êtes 5 à devoir passer le BTS, mais vous êtes en Corée pour compétir. Quels sont ceux qui veulent retourner à Abidjan pour aller passer leur BTS? Waouh. Tout le monde dit, sauf moi. J'étais le seul à dire que moi, je reste. J'ai dit, mais de toutes les façons, je vais en Côte d'Ivoire. J'ai fait 2 coups. J'ai fait seulement 2 coups. Je vais aller faire quoi à Abidjan? Je sais que je ne vais pas avoir BTS là. Tu vois? Et donc, les 4 autres sont partis à Abidjan. Ah oui. Ils sont partis pour aller passer le BTS. Moi seul, je suis resté. C'était même pas en Corée, c'était à Moscou. Ils sont allés. Imagine-toi. Ils ont tous échoué. Et tu sais quoi? Moi, j'ai gagné la première médaille d'or à cette compétition au Grand Prix. Et quand tu gagnes un Grand Prix, tu as $5,000. J'ai gagné le Grand Prix et j'ai eu les $5,000. Mon premier gros cachet. Tu vois? Ouais. Et donc, il y a un moment, il faut prendre une décision. Ouais. Il faut l'assumer. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, quand j'ai fini tout, je suis fonctionnaire au ministère des Sports. Mais mon directeur, il peut témoigner. Chèque, j'étais à l'INGS, tout et tout, je préparais les Jeux Olympiques. On disait, non, viens à l'école, viens. Après, tu dois être fonctionnaire. Si tu viens, tu vas reprendre ton année. J'ai dit, non. Moi, je veux aller aux Jeux Olympiques. Et donc, vu que le directeur a vu que j'étais vraiment dévoué, il m'a dit, viens. Ils m'ont convoqué. Il dit, il n'y a pas de problème. Va aux Jeux Olympiques. Ton année, on va tout faire pour te donner un bon programme pour que tu puisses prendre les cours, tout et tout après. Et donc, je suis allé aux Jeux Olympiques. Dans mon école, il y a des professeurs qui disaient, oui, hein, le foot, le sport, là. Parce que le truc, c'est que quand tu dois réussir, il y a toujours des gens Toujours. qui vont te décourager. Oui, il y avait des paroles apparemment sages. Voilà. Apparemment sages. Oui. Ils disent, non, le sport, là, ça dure 2 ans, 3 ans. Hein. Si tu te blesses, ça va faire comme si. Ouais. Après, là, alors que l'INGS, tu vas devenir fonctionnaire. À vie. Mais pour gagner quoi? L'État va te payer. Oui. Moi, j'ai dit, OK. J'ai choisi d'aller aux Jeux Olympiques. Oui. Et mon directeur, la direction, ils m'ont pris, ils disent, il n'y a pas de problème, va aux Jeux Olympiques, on va essayer 2 choses. Et je suis allé aux Jeux Olympiques. En partant, j'étais seul. Mais quand je suis revenu, il y avait tout le pays à l'aéroport qui m'attendait. T'as vu? Tu vois? Y compris les gens de l'INGS. Y compris les gens de l'INGS. Et mon directeur... et c'est à ces Jeux Olympiques-là que tu as gagné? C'est à ces Jeux Olympiques-là que j'ai gagné. Donc tu aurais pu ne pas y aller? Sûrement que j'allais partir. Mais pas avec la même préparation. Oui. Pas avec la même préparation. Ça, ouais. J'ai mis tout mon espoir dans la préparation. Et je suis revenu, tout le pays m'attendait. Le président m'a reçu. Voilà, on dit, tu as su décret. Tu es professeur. Et j'ai eu beaucoup. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'étapes comme ça où il y a eu des découragements. Des choix difficiles. Mais j'avais une chose en tête, c'était d'être le meilleur. Et voilà, et donc c'est... Mais les 2 exemples que tu as pris, que ce soit à Moscou, que ce soit pour aller aux Jeux Olympiques, là tu en parles maintenant parce que ça a réussi. C'est ce qu'on peut te dire. Et si ça n'avait pas réussi? J'allais encore essayer. Mais la vérité, c'est qu'en fait, ça n'a pas toujours réussi. Exactement. Il y a des fois où tu as eu ça, tu es parti, ça n'a pas marché. Exactement. C'est ça. Si ça n'avait pas réussi, j'allais encore essayer. J'ai parlé de l'exemple du championnat du monde. Oui. J'ai échoué au championnat du monde 4 fois.
Avant de gagner la 5e fois. Avant de gagner la 5e fois. C'est tous les 2 ans. Ouais, tous les 2 ans. Donc, ça fait 10 ans. Exactement. 10 ans. Et même, je prends encore dans mes études, j'ai passé le BEPC, je pense, 4 fois. Ça n'a pas marché. Je suis allé au bac, je l'ai eu. Aujourd'hui, j'ai un MBA. Vous voyez? Et dans la vie, c'est là que je viens en dernière position, la persévérance. Je vais même prendre ton exemple. Aujourd'hui, très beau plateau. tu reçois des directeurs de sociétés ici. Oui. Mais je ne te fais pas dire comment tu as commencé. Tout à fait. Petite caméra, petit... T'as vu? Tu as persévéré, tu as innové. Et aujourd'hui, moi, c'est avec plaisir. Le plaisir n'est même pas pour toi, mais c'est avec plaisir que moi, je suis ici. Et je sais, j'ai vu tes émissions, j'ai vu combien de personnes tu as reçues ici. Oui. Juste par ta persévérance. Tu avais une vision, tu as travaillé. Il y a des jours, même la caméra, je pense que ça ne marchait pas. Il fallait encore rechercher ici. Ah, ça ne marchait pas, tu as fait. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, et c'est pas fini. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ici, mais peut-être que demain, tu auras ta chaîne. Tout à fait. Et je pense que tu as il y a des projets. Exactement. Ouais. Et ces projets-là, il faut les avoir en ligne de mire. Oui. Il faut savoir que ça ne va pas être facile. Ça va vraiment pas être facile. Ça va même être plus difficile que tu ne l'attends. Oui. Difficile dans le travail et difficile parmi tes collaborateurs parce qu'il y a des gens qui vont te mettre parce que quand ça tend vers la réussite, c'est là que tu commences à avoir de vrais problèmes. Ouais. Des bâtons. Tu comprends pas, tu dis mais attends. Avant, il n'y avait rien. Avant, il n'y avait rien. Mais quand ça commence à être bon, c'est là maintenant tu sens. Ouais, l'adversité. Et même les gens plus proches de toi, c'est eux-mêmes qui vont chose parce qu'ils sont en danger, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Ils ont peur de perdre le confort qu'ils ont déjà. Oui. Alors que regarde ce que tu fais. Oui. Ton objectif, c'est d'avoir une grande chaîne. Mais cette chaîne-là, elle sert à quoi? Elle sert à ce que moi, le champion olympique, un directeur de société, un grand artiste, viennent parler aux jeunes. Tout à fait. Donc, en même temps que tu fais des choses pour toi, mais ça va servir aussi à ton pays, à ton continent et à beaucoup de jeunes. Et cette mentalité-là aussi, il faut la changer en Afrique. Il faut accompagner les gens. Il faut des gens qui font de bonnes choses. Il faut les accompagner. Il faut choses. Et moi, je vous remercie. Je remercie ta structure. Tu n'es pas seul, c'est sûr. Je remercie tous les gens qui t'accompagnent. Et voilà. Très bien dit, bravo. C'est la plus belle fin d'émission qu'on a eue ici. Merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps d'être venu. Merci. Je rappelle qu'on fait cette émission à Paris parce qu'on aurait pu se voir à Abidjan, mais on s'est dit non, si on peut se faire maintenant, faisons-le maintenant. N'attendons pas plus tard. Je suis très content que tu te sois rendu disponible assez rapidement, comme tu l'as dit, pour qu'on puisse tourner. J'ai hâte que les gens découvrent cette podcast et qu'ils te découvrent sous un autre angle. Exactement. Parce que d'habitude, on parle beaucoup avec toi uniquement de sport, mais je pense qu'aujourd'hui, tu as pris le temps de parler un peu des backstage, d'où tu viens, ce que tu fais, et bien évidemment, le travail derrière la récompense que les gens voient. Exactement. Et moi, j'ai bien aimé le fait que tu dises, un peu à ta manière avec tes mots, mais on apprécie beaucoup Usain Bolt, qui fait en 10 secondes un record, mais on ne voit pas les 4 ans de travail. Et en fait, c'est ça, tu t'entraînes 4 ans pour faire 10 secondes. À l'athlétisme, tu peux prendre 1 an pour faire 1 seconde. Pour gagner une seconde. Pour gagner 1 seconde de ton chrono. Oui. Mais comment le faire? Et c'est parce que tu travailles tout le temps pour aller chercher cette performance d'1 seconde. Et c'est un très bel exemple. 1 seconde. Mais c'est pareil dans ton sport. C'est-à-dire, on ne s'en rend pas compte, mais parce que tu dis, mais pourquoi il continue de s'entraîner? Non, tu vas perfectionner un petit truc. Un petit geste. Un petit geste, Voilà. Et à la fin, c'est ce petit geste-là qui va faire la différence. Exactement. En tout cas, bravo, champion. On te souhaite bien évidemment une franche réussite pendant les Jeux Olympiques. Merci beaucoup. Ce sera à Paris, donc on sera là. Merci et on beaucoup. viendra voir et te soutenir pendant les épreuves. Et j'invite bien évidemment les Africains à venir massivement parce que, je ne sais pas pourquoi, mais on ne va pas souvent beaucoup à ce genre de représentation sportive. Cette fois-ci, c'est en France. Il n'y a pas d'excuse. Les communautés africaines sont nombreuses dans ce pays. Et ce serait bien que les sportifs des Jeux Olympiques ressentent en tout cas un engouement pendant les épreuves. En tout cas, nous, on se disposera pour être là, merci pour soutenir. Merci, ça sera avec plaisir. Quand je te vois là, je serai là, ok.
L'Afrique est là. On est là. Ok. Merci beaucoup, Cheikh. Merci beaucoup à vous. Merci. On arrive au terme de ce podcast avec Cheikh Cissé, champion du monde, champion olympique de taekwondo, qui nous a parlé à cœur ouvert de la réalité de son métier, de sa préparation pour sa vie future, parce que bien évidemment, le sport, c'est bien, mais ça dure un temps, mais aussi de ses projets. Après les Jeux Olympiques, il s'ouvre la porte pour pouvoir aller vers d'autres aspects. Quel aspect de sa vie, de ces témoignages, vous a le plus marqué? Dans les commentaires, vous nous dites ça. À quelle partie vous avez senti qu'il vous parlait peut-être à vous, dans une situation dans laquelle vous êtes actuellement? Moi, je me suis retrouvé dans beaucoup de parties qu'il a pu développer. On voit que c'est bien plus qu'un athlète, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, c'est quelqu'un qui est assez intelligent et qui se projette. Et on ne peut que lui souhaiter beaucoup, beaucoup de bonheur et de réussite. Si vous êtes nouveau ici, vous êtes sur notre podcast, c'est juste une question de temps. Le podcast des Moneymakers, c'est qui en parle sans complexe et sans tabou. Abonnez-vous et rendez-vous dimanche prochain pour un prochain épisode. Peace.